Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne EcoDev Web TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro après une longue pause. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vus tous ensemble. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour continuer nos échanges et nos réflexions sur des sujets d'actualité. Euh, des sujets d'actualité, surtout des sujets qui impactent nos quotidiens et qui, du coup, participe au développement de la société, mais aussi de notre vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire un saut dans le temps. Donc, un saut dans le temps. Et, mais rassurez-vous, notre vaisseau spatial ne va pas se poser bien loin. Je vous propose juste de faire un petit saut en 2022, notamment avec l'apparition de l'IAG, l'intelligence artificielle générative, notamment avec le lancement en 2022 de ChatGPT par l'entreprise OpenAI. L'intelligence générative, c'est-à-dire un outil technologique qui était à l'époque surprenant. Pour certains, même, je pourrais dire incroyable, parce que cette technologie n'était pas accessible à tout le monde. C'était juste accessible à une petite communauté de personnes qui étaient initiées à ces outils et d'un seul coup, le monde entier pouvait accéder, le monde entier ou presque, hein, accéder à une innovation planétaire d'un outil capable de produire ce qui peut sembler à des réponses approximatives de l'intelligence humaine. Et donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ces outils qui inondent notre quotidien finalement depuis 2022, donc bientôt 4 ans. Donc aujourd'hui, sur cette chaîne, nous vous proposons d'aborder l'IA au quotidien entre hype et réalité, c'est-à-dire entre les citations et notre réalité. Alors, je suis Bernadette Mpedi, docteur en sciences de l'information et de la communication, et je suis aujourd'hui avec Ornella et Christine, que je vais laisser se présenter. Bonjour Ornella, bonjour Christine. Bonjour Bernadette, merci pour cette intéressante introduction après un long moment d'absence. Bonjour Bernadette. Ah oui, ce serait un peu intéressant quand même que vous rappelez un peu votre... Ok. Oui, bon, qu'on se présente à nouveau, effectivement, Bon, parce que autant pour moi c'est Miss Cloud, IA Automatisation. Donc, plus sérieusement, j'accompagne les entreprises sur les besoins de déploiement, migration des infrastructures sur site ou au sein du cloud et également sur des projets d'automatisation avec l'IA et au sein de TPME ou start-up en pleine croissance. on Merci. parle de l'IA, on a une spécialiste IA aussi ce soir. En tout cas, moi, c'est Ornella, qui est Christine, hein, pas moi. C'est Ornella Amissi, je suis spécialiste de la communication, entrepreneur. Donc, j'accompagne les entreprises dans leurs projets de communication, leurs projets numériques et tout ce qui est communication interne. Voilà. Merci Bernadette. Donc, merci Christine, merci Ornella. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une opportunité hein, d'avoir quelqu'un qui maîtrise le sujet de l'IA en général, pas seulement de l'IAG, parce que n'est pas spécialiste forcément de l'IA générative, mais ça permet aussi de revenir, comme je le dis, sur un sujet qui aujourd'hui est omniprésent parce que c'est sont des outils que nous avons au quotidien, que ce soit dans le milieu professionnel, académique, et ça peut être intéressant de discuter pour ces temps qui ont juste des informations sur ces outils. Ça permet aussi d'avoir une meilleure approche au fait finalement de ces outils-là, d'avoir un regard peut-être critique, je ne sais pas, on verra à la fin si on a un regard critique sur l'outil et donc peut-être d'améliorer aussi nos façons de les utiliser dans nos, professionnellement ou dans nos projets personnels. Alors, la première question, c'est vrai que j'ai, dans l'introduction, essayé à faire une tentative de définition, mais ça peut être intéressant de voir de vos points de vue, les filles,
des questions que vous connaissez. Finalement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle selon vous? Ok, je me lance dans la première dans le saut, je fais le premier saut. Pour moi, l'intelligence artificielle, en tout cas définir de manière basique, c'est un domaine de sciences informatiques qui permet de créer des systèmes autonomes pour réaliser des tâches qui sont capables d'exécuter des tâches qui, au fait, exigent normalement de l'intelligence humaine. Et pour dire de manière aussi générale, il s'agit de donner la capacité aux machines de pouvoir raisonner, percevoir, apprendre et agir. Voilà, dit de manière assez terre à terre. Et je vais pour compléter ce que Christine a dit, Christine parle de domaine et tout. Moi, je vois l'IA comme un outil parce que mine de rien, qui mobilise toutes nos données, les données déjà qu'on lui fournit pour prédire la réponse à nos questions. Et des fois, c'est pas forcément elle prédit des trucs plus probables parce que là, par exemple, on lui mobilise, on lui fournit des informations, elle l'exploite et elle se prépare en fait à répondre aux tâches, comme Christine vient de le dire, à comprendre un texte, à reconnaître une image qu'on lui propose, à nous traduire même une langue. Voilà, donc l'IA, c'est cet outil-là informatique aujourd'hui qui exécute les tâches, je vais dire les tâches les plus complexes. Je ne vais pas pour l'humain, mais en tout cas, qui nous facilite quand même, qui facilite un peu la vie aujourd'hui en termes de réflexion. Mais à voir la partie critique. Hein. Ce que tu dis là, on est là intéressant, ce que Christine aussi a dit. Mais finalement, en fait, si je résume vos deux définitions, on se rend compte qu'on est face à un outil technique. Et donc, on peut justement se poser la question, est-ce que l'IA est réellement intelligente? Mais bon, ça, c'est un sujet qu'on peut aborder. Parce que finalement, c'est comme on l'a dit, ce sont des prédictions mathématiques. Donc, bon, après la question de l'intelligence, je pense que c'est peut-être que c'est à voir après hein, s'il y a vraiment l'intelligence qui se rapprocherait de l'intelligence humaine. Je confirme, hein, l'intelligence humaine est assez complexe, donc prétendre que la machine peut remplacer ou développer cette intelligence à 100%, pour moi, c'est un débat qu'il faut encore, en tout cas, mettre sur la table et rentrer dans les profondeurs parce que l'humain est complexe, voilà, ainsi que son intelligence. Ouais. Moi, je trouve quand même qu'on peut garder le terme intelligence juste comme ça et humaine et technique à voir parce que l'humain aussi, entre griffes, il y a des humains qui sont capables, pour ne pas comparer, de mobiliser facilement leurs neurones pour comprendre certaines choses. Et ça peut, et pour d'autres, pour une personne, je ne veux pas dire intelligente, pour certaines personnes, en une minute, par exemple, il y a des trucs mathématiques qu'ils peuvent mobiliser et leurs neurones peuvent vite les comprendre. Et pour d'autres, en 30 minutes, ils vont le faire. Et pour certains, même on leur accorde 1 heure, c'est pas possible. Mais ça, c'est l'intelligence humaine. Alors que le côté technique, il est tout aussi intelligent, selon moi, parce que, mais voilà, il est tout intelligent parce que quand on lui fournit quelque chose, voilà, ce qu'on lui demande, en fait, il essaie mathématiquement, il lui aussi mobilise ses neurones, hein, ces neurones qui sont des codes, des mathématiques et tout, pour nous donner un résultat. Et de la même manière que l'intelligence humaine aussi peut avoir un résultat faux, peut se tromper. On doit aussi accorder à l'intelligence technique de se tromper un peu, voilà. Donc, c'est pas parce que c'est technique. Donc, je pense qu'on garde le thème intelligence, avoir à jouer un peu entre humain et technique. Exactement. D'accord, merci, merci les filles pour ces informations. Je vous propose au fait de faire un tour un peu de l'actualité rapidement pour voir qu'est-ce qui se dit aujourd'hui sur l'IA, l'IA en général, pas forcément l'IAG.
de façon générale sur chaque continent. Je commencerai par un rapport qui est des Nations Unies qui a été publié récemment, donc le 3 juin dernier, qui plutôt était alarmante sur bon, les empreintes environnementales de l'intelligence artificielle parce que apparemment l'IA consommerait 1,3 milliard d'eau, donc un taux qui est quand même d'ici 2030 quand même 1,3 milliard d'euro d'ici 2030, donc un taux qui est à la hauteur de tout ce que la population africaine en général consomme. Donc un rapport qui a été alarmant. Donc les Nations Unies invitaient justement les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle à publier leur empreinte environnementale. C'est bon, je ne suis pas spécialiste de l'environnement, donc, mais quand même, ce sont des chiffres qui peuvent nous interpeller lorsque on voit quand même que derrière tout cet arsenal qui est mobilisé, où on pose des questions simples, on demande des tâches, on automatise des choses, et on voit que derrière, il y a quand même une empreinte qui est laissée sur le fonctionnement de notre environnement. Et l'autre actualité, là, on voyage un peu en Afrique. Et bah, comme je disais, depuis 2022, la question de l'IA s'est posée de façon très prenante parce que il ne s'agit plus avec l'avènement de ChatGPT. Ensuite, il y a eu beaucoup d'IAG qui ont suivi. Hein. Aujourd'hui, on a Claude, Perplexity, je ne connais pas tous les noms, tout ce qui existe. Et donc, depuis 2023, justement, l'Afrique aussi réfléchit au cours des sommets sur comment créer une IA qui soit représentative des besoins de l'Afrique parce que plusieurs spécialistes, que ce soit les États, les organisations, les entreprises, estiment que l'IA importée ne va pas refléter les réalités africaines parce que les données qui ont entraîné ces IA ne sont pas des données propres à l'Afrique. Donc, ils risqueraient d'avoir des biais. Et donc, ces États créent des espaces panafricains, du coup, parce que ce sont des espaces qui réunissent des pays venus d'un peu partout, des 5 régions de l'Afrique, du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, du sud. Et donc, pour réfléchir sur comment créer une IA qui soit représentative des réalités africaines. Et le dernier sommet, donc, s'est tenu du 2 au 5 juin dernier au Nigeria. Donc, voilà un peu de mon côté ce que je peux vous proposer en termes d'actualité. On reviendra tout de suite pour discuter de tout ça. Le temps pour vous, les filles, de voir de vos côtés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'actualité? Ok. Bon. Moi, l'actualité, en tout cas, qui m'a le plus marqué, comme tu l'as si bien, en tout cas, indiqué dans ce que tu as communiqué en termes d'actualité, qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de nouveaux IA qui ont émergé. Et celui qui, en tout cas, a étonné la plupart du temps ou qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, c'est Cloud CodeWalk. Parce que moi, au début, quand je suis passée au sommet de AWS, je voyais les entreprises faire des démos qu'ils ont commencé par intégrer Cloud. Pour ceux qui ne connaissent pas Cloud, c'est l'IA de Anthropic, qui est l'entreprise américaine qui a été développée et qui permet de créer ses propres agents et de carrément aujourd'hui l'intégrer directement sur son ordinateur une fois que vous avez installé l'application Cloud et pouvoir prendre le module CoWalk pour le connecter à vos fichiers, à vos bases de données et il va forcément aller faire des actions comme vous l'avez programmé. Et ça a vraiment changé la donne parce qu'aujourd'hui, en Europe, en Amérique, on remarque qu'il y a plus de 70% d'entreprises du Fortune 100 qui ont adopté l'outil. Et tout ça, tout simplement parce qu'ils ont compris, on va dire, ils ont un peu fait un coup de maître. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises, quand tu regardes les actualités, ils sont très, très enchantés par l'IA. C'est un mot buzz, tout le monde veut intégrer l'IA pour ne pas paraître un peu ringard en termes d'entreprise. Mais ils ont peur
du côté sécurité, conformité, RGPD. Et donc, avec ce qu'a fait Claude, c'est qu'il a juste intégré le module conformité, RGPD et puis la sécurité des données. Et ça fait qu'on se retrouve avec 8 des 10 grandes entreprises dans le monde, y compris des toilettes, qui ont adopté l'outil de manière très massive dans plusieurs entreprises annexes qu'ils ont. Et ça, je pense que c'est un peu l'actualité marquante que j'aimerais partager avec nous. Après, vous allez me poser la question, l'Afrique dans tout ça, on va en discuter dans la suite de l'émission au niveau du décryptage. Et on remarque en tout cas que le mouvement a changé et que ce n'est plus les petites et moyennes entreprises qui veulent profiter de l'IA pour attraper les cartes d'innovation, mais les grosses entreprises aussi également se sont saisies de ces outils no-code, ces IA qui sont développés sur le marché pour pouvoir aussi entrer dans on va dire, dans la course. Merci Christine. Comme tu l'as dit, on reviendra tout de suite sur le décryptage de toutes ces actualités. Le temps pour on est là de... Oui, merci, merci Christine. J'étais là, j'ai dit, ah bon, je n'étais pas informée non plus. Moi, je vais plutôt parler du cas des médias, des deepfakes, c'est-à-dire bon, avec l'IA générative, mais au-delà des GPT et tout, il y a aussi ceux qui génèrent des photos, des vidéos, des images, et on a tendance à voir des contenus comme ça, ou même des voix générées par l'IA quand on est sur TikTok et tout, qui paraissent réalistes, mais qui, en fait, ne sont pas du tout vrais. Et ils sont des trucs qui interviennent surtout au niveau politique, où il y a des élections et tout ça. Donc, au niveau de l'actualité, au niveau de l'Europe, dans 2 mois, non 3, je sais pas, disons 2-3 mois, c'est-à-dire début août 2026, on le voit déjà, mais il y aura une obligation en vigueur au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire tout contenu qui sera généré par l'IA et diffusé publiquement devra avoir une mention comme quoi c'est ce contenu est généré par l'IA avec une icône qui aura la forme de IA, voilà, que ce soit vidéo, texte et tout. Et je pense déjà sur TikTok, sur Facebook, à nos niveaux, lorsqu'on met à jour nos applications, on le voit, mais ça sera obligatoire maintenant à partir de août 2026 pour toutes les applications sur lesquelles les gens pourraient générer des contenus IA. Mais pour l'instant, au cas où on ne sait pas, ça aussi je ne le savais pas du tout, c'est qu'en France, depuis 2024, il y a 60 000 € d'amende lorsqu'une personne diffuse, une personne physique réelle, diffuse une fausse news, une fausse information, une deepfake, elle risque une amende de 60 000 €. Voilà. Donc, en août 2024, quand l'histoire va se corser, c'est-à-dire aussi qu'il y aura un peu plus de réglementation à ce niveau. Donc, voilà ce que moi, je voulais partager parce que moi, j'ai trouvé l'info intéressante parce que franchement, la vitesse où on va avec les voix générées, les vidéos générées, les visuels générés, ça peut vraiment impacter dans le domaine de la santé et tout ce qui est politique, tout ça. Et parfois aussi, on voit on voyait ça déjà sur les réseaux, mais il pourrait y avoir des scandales aussi. Certaines personnes, on peut être impliqué, mine de rien, sur un scandale auquel on n'a pas consenti. Une personne utilise ton image pour quelque chose d'autre. Pour la oui. Désolée, je pensais que... Des fausses déclarations et tout ça. Donc, franchement, moi, je trouve que ça peut vraiment être corsé. Oui, tu as totalement raison. Pour la petite histoire de ce que les gens font, utilisent c'est-à-dire le branding ou le personnage de quelqu'un pour créer une vidéo. Même moi, je suis tombée dans le panneau. La dernière fois, j'ai vu une vidéo de Beyoncé où on disait que Beyoncé était enceinte. Ça paraît tellement vrai. tu y crois, tu vois. Donc, personne n'est à l'abri de cette histoire. Et je pense que c'est une très bonne chose que les pays commencent déjà par mettre en place les règlements le plus rapidement possible parce qu'il y a toujours eu un écart entre l'évolution de la technologie et le fait de réglementer cela. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais aussi dire. Même au niveau de ça fait déjà quand même un
un bon bout de temps que les deepfakes circulent librement dans l'espace des réseaux sociaux numériques, notamment ce qu'on connaît les plus, les TikTok, les Instagram, ceux qui ciblent les plus jeunes, en tout cas. Sont, je ne vais pas rentrer dans un débat, comment dire, d'âge et tout, mais c'est que les jeunes aussi sont des proies faciles pour les fake news et donc ils peuvent facilement tomber dans le panneau et du coup c'est pas du tout un débat générationnel mais ça permet au fait de c'est aussi une sorte de ce que certains font déjà, pas l'éducation aux médias mais comment éduquer autrement à l'aide des deepfakes, des fake news qui existent. Et puis, ça peut être intéressant vu que l'amende en question existait déjà. Est-ce qu'il a déjà été appliqué? Quelles sanctions? Ça peut être pour la prochaine fois, on pourra regarder aussi. Hein, Ou pour les têtes brûlées qui oseront. Ces personnes qui ont déjà été assignées par l'Union européenne ou bien les États pour diffusion de ces news, parce que ce sont des choses qui, mine de rien, deviennent très facilement virales. Donc, c'est à surveiller en tout cas. Alors, si je résume ce que nous avons dit, les filles, on voit un peu donc, dans l'actualité, je vais commencer du coup par la dernière qui a été donnée, la régulation. Donc, la régulation niveau européen de tout ce qui est usage au fait de l'IA, parce que, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, quelque part, s'impose à nous. Et donc, comment l'utiliser, c'est peut-être accompagner son usage par la régulation. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il y a la régulation dans l'Union européenne qui va commencer par être corsée à partir d'août, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on a dit. Et puis, Christine qui nous a amené vers comment les entreprises, du coup, aujourd'hui, s'intéressent à l'implémentation d'outils IA. Et aujourd'hui, ça s'est rendu facile parce que les entreprises, Anthropic, par exemple, essaient vraiment de s'adapter à la réglementation européenne, donc pour permettre aux entreprises de l'espace de l'Union européenne de pouvoir profiter de leurs services. Et on voit que l'intérêt pour l'IA ne s'arrête pas seulement en Occident, mais il y a aussi les pays africains qui se questionnent de comment prendre part à cette révolution, mais l'adapter. Donc, réfléchir à une IA endogène qui soit réellement au service de leurs intérêts, sachant que les données sur lesquelles l'IA est entraînée n'est pas forcément révélatrice de leur réalité. Et pour finir, l'IA a une empreinte environnementale et donc l'ONU alerte sur ces différents dangers. Alors, je laisse chacune porter son point de vue. Donc, on va essayer de décrypter ces actualités pour voir finalement en fait qu'est-ce qui est avantageux dans l'IA et quelles leçons on fait tirer de toutes ces actualités. Ok. Moi, je dirais je ne sais pas si ça me désole ou ça m'inquiète un peu, c'est plutôt l'Afrique dans tout ce beau, on va dire, challenge de l'IA. Parce que quand je parle avec les entreprises africaines, je travaille aujourd'hui avec quelques entreprises kenyennes sur comment implémenter les agents IA. J'ai l'impression qu'ils sont restés sur les IA génératives, c'est-à-dire les chatbots conversationnels, voice ou écrit, oral. Et je me demande si est-ce qu'il faut combler l'écart qui est en train de se creuser entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Pourquoi je dis l'écart? Parce qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui en Occident et en Amérique, on parle des agents agentiques, c'est-à-dire des agents qui peuvent aller exécuter des tâches, être programmés pour travailler comme des employés avec toute une juridiction derrière au sein des entreprises. Alors qu'en Afrique, on est à l'étape où on est encore au niveau chatbot, c'est-à-dire qu'on pose des questions, l'IA répond, mais on n'est pas forcément à l'étape où il faut aller exécuter des tâches intégrées comme employé. Et quand moi, je me pose la question, je ne sais pas si vous vous êtes aussi également posé la question, vous me direz dans les partages si c'est le cas. Et je me pose la question et je me dis qu'il y a 3 points qui peuvent être à la fois bloquants
et qui peuvent aussi être, je ne sais pas, un effet qui va un peu stimuler l'innovation ou bien rendre l'IA accessible aux entreprises africaines. La première, c'est qu'on a quand même remarqué qu'en Afrique, on a le taux de chômage le plus élevé parce qu'il n'y a pas on va dire, le nombre d'emplois créés n'est pas aussi, en fait, en corrélation avec le nombre de jeunes qui sont en train de rechercher des emplois ou sont désœuvrés. On a la grande partie de la jeunesse en Afrique est désœuvrée. Ça, c'est une remarque qu'on a souvent si vous avez l'habitude d'aller en Afrique ou lire les actualités concernant l'Afrique. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il faut pousser l'IA, les agents IA agentiques pour exécuter des tâches alors qu'on a une jeunesse déjà désœuvrée qui a besoin d'emploi? Alors ça, c'est un problème aussi, je pense, qui fait partie des freins aujourd'hui, qui fait que l'Afrique est un peu en retard par rapport à l'évolution de l'IA. Et le deuxième point aussi qui m'inquiète un peu, c'est l'infrastructure. Comme l'a dit si bien Bernadette, l'IA, c'est pas parce qu'on a les nuages que l'IA, c'est les nuages. Donc, on parle des vrais data centers, on parle de l'énergie, on parle de la connectivité, on parle de l'électricité. Donc, comment faire pour bénéficier de l'IA si on est dans un environnement où l'électricité est un problème, l'énergie c'est un problème, il n'y a pas de connexion un peu partout dans toutes les régions ou les coins du pays. Ça aussi, c'est un deuxième frein sur lequel il faudra qu'on débatte aussi. Et la troisième, qui je pense qui décourage la plupart des entreprises africaines qui ont la volonté de s'y mettre dans l'IA, c'est le fait que ça coûte cher de payer les API, les jetons de PU en euros et en dollars. Je prends un exemple banal. Hein. Si vous et moi, par exemple, on a envie de vivre en Europe avec des CFA, on est bien d'accord qu'on ne tiendra pas longtemps. Ça va vite s'épuiser parce que quand on fait la conversion, ça va vite. Donc ça aussi, ça fait que elles n'ont pas forcément les moyens de soutenir cette innovation. Donc voilà un peu moi le décryptage que j'ai fait par rapport à l'avancement de l'IA et comment l'évolution de l'innovation se déroule au sein des différents continents. Donc, merci Christine pour ces avis très intéressants qui nous situent sur beaucoup de choses, hein, que je partage la majorité des points, notamment des infrastructures. Aujourd'hui, bon, moi qui suis dans le domaine plutôt de la recherche, ces questions reviennent régulièrement. Donc, comment développer une IA qui reflète les réalités africaines. Bah, à côté, on pense à comment développer une IA qui reflète les réalités africaines, mais cette question est directement liée à la question qu'on se pose sur la souveraineté de nos données, la souveraineté numérique, tout simplement aussi. Et finalement, on peut en fait s'interroger sur, OK, on veut quelque chose, mais on n'a pas les moyens pour. Donc, tout commence au fait par la question des moyens. Donc, de quoi disposons-nous? Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on est en retard. Donc, je ne parle pas en termes de retard parce que je pense que si on va parler en termes de retard, je dirais souvent qu'on compare. J'ai l'habitude de dire qu'on compare des contextes qui ne sont pas comparables. Je n'aime pas personnellement comparer les contextes du Sud avec les contextes du Nord parce que nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes histoires. L'histoire africaine, en tout cas subsaharienne, a commencé à s'écrire à peine il y a 60 ans, alors que dans les pays du Nord, on a plus de 100 ans, plus de 2 siècles d'histoire. On est peut-être aujourd'hui à une époque où les pays du Nord ont déjà eu, il y a 2 siècles derrière nous. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas des contextes qui sont réellement comparables. Donc, en termes de retard, c'est un mot que je n'aime pas trop mobiliser, mais quand même, la vraie question, si on doit comparer en termes d'IA, c'est en fait, qu'est-ce que le continent a réellement besoin? Est-ce qu'on veut mettre en place des IA pour suivre un effet de mode ou bien on a réellement identifié un besoin concret auquel on veut répondre? Ou c'est juste qu'il y a aujourd'hui des financements disponibles sur ces nouveaux outils? Parce que les qui développent de l'IA ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de la donnée. Et la donnée, aujourd'hui,
ce n'est pas vraiment très structuré en Afrique. Et lorsqu'elles s'installent, ces entreprises, ça leur permet aussi de collecter, de traiter et donc de pouvoir elles-mêmes avoir une base de données disponible sur l'Afrique. Mais le problème aussi avec les histoires de données, c'est que quand vous collectez une donnée par des acteurs qui sont étrangers, étrangers plutôt, il y a des risques que ces données ne reflètent pas réellement forcément les réalités locales et donc il y a des biais. Donc, on se met à créer des entreprises, non plutôt des IA qui ne vont pas forcément refléter réellement les biais, comment dire, les réalités et on va se retrouver avec des choses qu'on dénonce depuis des années et finalement, parce que aujourd'hui, si je vois un peu l'actualité africaine sur l'IA, on parle de l'IA au service de l'agriculture, l'IA au service de la santé, l'IA, et on se rend compte finalement que ce sont des domaines qui sont prioritaires pour les populations subsahariennes en Afrique. La question de l'agriculture, beaucoup dépendent de l'agriculture et l'agriculture aujourd'hui est encore assez mécanique. Donc, quand on veut penser à une IA qui puisse aider les agriculteurs, mais avec quelles données on veut développer ces IA-là qui servent les agriculteurs? Donc, ce sont ces questions. C'est vrai qu'on ne va pas se résumer à l'IAG, les chatbots, limite, il y a un taux élevé de chômage. Et donc, oui, les chatbots, ce ne sont pas suffisants. Mais quand on parle de développer des IA comme l'IA pour aider l'agriculture, l'IA pour soutenir la santé, l'IA pour aider dans l'éducation et tout, mais finalement, comment on met tout ça en place, par quels moyens, ce sont des questions qui méritent d'être posées pour pouvoir mieux orienter au fait les usages qu'il faut faire au fait. Donc moi, c'est la lecture que je fais de tout ça pour l'instant. La question reste assez vague. Je pense hein, que en quelques minutes, on ne va pas faire le tour parce que c'est assez vague et intéressante. Donc, voilà, c'est pour résumer un peu mon point de vue. Ok, moi, juste, si tu permets, en renchérir un peu par rapport à l'agriculture. C'est d'ailleurs l'un des domaines où j'étais très, très agréablement surprise au Kenya, parce qu'ils ont développé des IA pour pouvoir, comme tu le dis, étudier les données de consommation, les semences, les cycles. Et ça, c'est quand même intéressant que on est quand même au rendez-vous par rapport à ça, hein, dans ce domaine-là. Oui, les filles, moi, je vous ai écouté. Je pense que vous avez dit la majeure partie de ce que je voulais dire, mais tout se réunissait. Je réunissais tout ce que vous étiez en train de dire. Même la première, les actualités premières que Marie avait données, et ce que Christina dit après, tout se lie en fait. Moi, je trouve que l'Afrique est perpétuellement dans un truc de suivisme. Il faut créer, oui, c'est très ambitieux de vouloir créer, de vouloir faire un truc, mais ça, depuis qu'on a dit l'IA, on dit l'IA est sortie, vous allez voir en Afrique, vous allez entendre IA agriculture, IA santé, IA tel, IA tel, IA tel, IA tel, IA tel, IA avec plein de choses. On veut créer parce que l'information que Mariette a donnée au début, c'est que l'Afrique voudrait créer une IA qui soit adaptée à son contexte. Ok, l'Afrique veut créer. Est-ce que l'Afrique sait déjà ce dont, en termes, il y a même la question d'électricité que tu as dit, Christine. Tu as parlé de beaucoup de choses, mais est-ce que l'Afrique tiendra compte de tout ça? On va pas dire, tiens, c'est une ambition. Est-ce qu'elle tiendra compte de tout ça? Parce qu'on veut bien suivre les autres, mais là, par exemple, la question du chômage que tu as sorti et tout, déjà, en Afrique, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de procédure administrative pour protéger les entrepreneurs, pour les accompagner. Et ces entrepreneurs-là vont se retrouver confrontés à l'IA. Moi, il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook, je ne sais plus quel réseau, il y avait une personne qui demandait à ce que on lui crée un logo, qui recherchait un logo et tout ça. Moi, je ne suis pas infographe, hein, qui disait qu'il souhaite un logo pour 50 000 francs CFA. Et, sauf qu'il précisait, en plus de ça, il disait que, mais pas d'usage d'IA, de toutes les façons, si c'est ça, je peux le faire. Et là, je suis partie dans les commentaires, il y avait des infographes qui sont offusqués, ils ont dit, mais un logo, c'est 150, 200 et quelques mille. Et toi, tu proposes un logo 50 000, mais tu rajoutes qu'en fait, si c'est l'IA, en tout cas, si c'est l'IA de te proposer, toi, tu peux le faire. Donc, il y a deux choses, en fait. Ça veut dire,
la personne aussi est certaine que les infographes de métier ne sont pas protégés. Ne sont pas protégés. Et ceux qui vont se retrouver au chômage, est-ce qu'ils auront un accompagnement et tout ça? Moi, donc, cette question de chômage, mais aussi au niveau, quand Bernadette parlait du coût environnemental, c'est-à-dire l'eau dépensée, l'énergie, je ne me rappelle plus de... La connexion. Oui, la connexion et tout. Mais en Afrique, par exemple, l'Afrique, en tout cas de ce qu'on sait de l'actualité, l'Afrique a un grand problème hydrique en termes d'eau. On crée chaque temps, on a des richesses, on a des richesses, on a des richesses, mais les gens manquent d'eau. Au désert, Sahara et tout, dans certains déserts, et même dans certaines contrées, les gens manquent d'eau potable. Maintenant, cette IA que nous, on ambitionne créer, est-ce qu'on tient compte de ces trucs environnementaux, ces impacts environnementaux-là? Ou bien on va aller se baser sur les choses que les gens vont nous produire encore. Parce que si on doit exploiter, parce que cette histoire de coût au niveau d'énergie, moi, je ne le comprends pas, mais il y avait un moment sur TikTok, quand je vois des gens en commentaire, des gens généraient des images et tout, et d'autres personnes répondaient, des personnes, je pense, qui ont des idées écologiques et tout, disaient, ah, mais tu n'as pas honte d'utiliser l'IA, et d'autres disaient que bah, cette image, des gens disent en même temps que cette image que tu as générée a coûté telle valeur en termes d'eau, telle valeur en termes de trucs. Voilà. Est-ce qu'on tient compte de tout ça alors que nous, on a ces problèmes-là? Donc, franchement, je pense que jusqu'alors, tout ce que vous avez dit, quand vous avez parlé et tout, moi, j'étais là, je réfléchissais tout. Je me dis, franchement, l'Afrique, à voir, il y a la question aussi de la culture. Mais bon, on ne va pas se résumer quand même à l'Afrique. Et c'est vrai que les débats qu'on a eu, tout le débat qu'on a eu tout de suite, ça peut tenter, ça peut ressembler à une diabolisation de l'IA, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, je pense que les internautes peuvent nous demander, mais avec tout ce que vous révélez là, à quoi sert réellement l'intelligence artificielle? Et je pense qu'il y a Christine qui est placée pour répondre justement à cette question, pour expliquer un peu à quoi sert réellement l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu veux bien, Christine, expliquer un peu à quoi sert l'intelligence artificielle et comment elle aide les entreprises ou bien même les travailleurs aussi? C'est une très belle question. Avant de répondre à cela, en fait, moi, je pense que l'IA, on ne peut pas forcément aujourd'hui déterminer la valeur ajoutée que cela apporte par rapport à ce que ça demande en termes de consommation, infrastructure, énergie et autres. Donc, la principale question peut-être qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que on va prendre le train ou on va le laisser passer? Parce que c'est un peu une question c'est un peu comme la mode, tu vois. Il y a la nouvelle robe qui est sortie. Est-ce que tu vas l'acheter ou tu vas laisser le temps que la vague passe et puis après tu te poses la question, est-ce que j'ai besoin de cette robe ou pas? C'est un peu ça, en tout cas, l'état des lieux actuels. Voilà. Donc, à voir, en tout cas, dans les débats à venir ou dans nos émissions futures, comment ça va se dérouler. Et pour l'IA, je dis que l'IA aujourd'hui, comme je l'ai dit, en termes de valeur ajoutée, on ne saurait vraiment le quantifier. C'est-à-dire dire aujourd'hui qu'en termes de productivité, ça permet d'augmenter 20%, 30% ou je ne sais pas, 50% pour ceux qui sont les plus hallucinants sur le net. On ne peut pas dire exactement cela. Mais par contre, ce sur quoi on peut en tout cas s'affirmer ou dire avec conviction que ce que fait l'IA aujourd'hui, c'est qu'il y a des tâches qui n'ont pas de grande valeur ajoutée au sein de l'entreprise, comme les tâches où on dit tu dois envoyer je dirais, un email à 100 personnes de marketing qui a le même modèle. Tu as une IA qui peut faire ça en un clic. Ça, c'est quelque chose que l'IA permet aujourd'hui de pouvoir permettre, par exemple, quelqu'un qui est dans le marketing, une fois qu'il a une stratégie, il a mis des templates en place, de ne pas forcément aller s'amuser à les envoyer one-to-one ou aller avoir à payer un outil assez complexe en termes de CRM qui va faire l'envoi automatique ou l'automatisation. Avec sa simple connectivité de Claude, par exemple, d'entreprise, Cowork, il le connaît, à sa boîte mail et il peut faire des envois automatiques sans forcément sans avoir comment dire, en fait, créer la dépense technique d'acquérir un nouveau CRM et autres. Donc ça permet vraiment de réduire le gap d'innovation entre les PME, les startups et les grandes entreprises.
La bonne nouvelle, c'est cela. Par contre, la mauvaise, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui pensent que, comme on dit que l'IA va aider, ça va soulager en termes d'automatisation des tâches qui n'ont pas forcément besoin d'humains pour le faire parce qu'ils sont assez automatiques sans valeur ajoutée. Ils intègrent l'IA dans des systèmes ou process assez bancals qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée dans leur métier ou dans leur activité d'entreprise. Et ça devient comme si tu te tires les balles dans les pieds toi-même pour ne pas avancer. C'est comme on a vu le cas de Pizza Hut, le cas de, je pense, McDo, qui ont mis des bornes qui n'ont pas été bien intégrées avec l'IA pour prendre des commandes et ça a créé le chaos total. C'est-à-dire, on a eu des commandes hallucinantes de 2000 burgers un peu par ici et on ne se retrouvait plus dans le traitement de la chaîne qui était fait avec les humains. Donc, moi, je pense que c'est un peu ce que j'ai à partager par rapport à ce que peut faire l'IA et là où ça se trouve sa valeur ajoutée ou pas. Oui, merci Christine. Alors, pour nous qui sommes dans la communication, on est là, hein, je pense que quand même l'IA, ça sert à quelque chose en communication. Oui, l'IA, en tout cas, ça facilite beaucoup de choses. Donc, on ne va pas diaboliser l'IA. Elle consomme, certes, mais elle produit aussi. Voilà, je pense qu'elle produit aussi. Et donc, là, aujourd'hui, par exemple, on va avoir tout ce qui est tout ce qui s'agit de rédaction, de stratégie ou encore même en termes au niveau des médias, par exemple, les programmes, les plans de trucs, tout ça, d'enregistrement, tout ça, l'IA est très intéressante. L'IA facilite la vie quand même de ces hommes et femmes de médias. Et donc, on ne va pas forcément la diaboliser. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, qu'on doit se poser, et ça va être difficile de se poser cette question-là, c'est pourquoi on l'utilise et qui décide, est-ce que je l'utilise pour quelque chose d'important? Et c'est en tant que qui je l'utilise. Voilà. C'est-à-dire, je suis étudiant en première année. Je pense à un moment donné avec Bernadette, on se disait, mais il y a 3, 4 ans, on écrivait, ou 5 ans, on écrivait des mémoires, des rapports de stage sans IA. Donc, qui l'utilise en fait? Donc, si je suis étudiant, est-ce que pour réfléchir, pour produire quelque chose, à voir. Maintenant, pourquoi on l'utilise? Pourquoi on l'utilise? Peut-être que je suis chargée de com, ou bien je pense même il y a des scientifiques, des médecins qui l'utilisent aussi pour générer pour automatiser des images médicales, tout ça et tout. Donc, ces questions sont importantes, même si je pense que à nous trois, même si on se les pose, ça va être difficile de répondre et de se sentir légitime. Mais je trouve quand même qu'il y a une différence, par exemple, entre un médecin qui dit, ah oui, GPT, je veux générer, je ne sais pas, tel diagnostic sur ceci. Sa finalité est différente de la personne qui veut dire, ah, GPT, mets-moi à côté d'une voiture à Paris ou bien un truc sous la tour Eiffel. Et je vois ça sur Facebook. Moi, je vois ça sur Facebook. Donc, c'est la finalité. Mais est-ce qu'on va pouvoir éduquer sous ce mode-là? C'est un autre truc. Oui. Bon, en fait, c'est bon pour enchérir par rapport à tout ce qui a été dit. Je dirais aussi que l'IA, surtout dans le domaine de la communication, c'est un outil d'aide à la créativité parce que aujourd'hui, on peut aller chercher de l'inspiration. Tu donnais tout à l'heure l'exemple du graphisme où la personne voulait un logo à 50 000 francs. Un logo à 50 000 francs. Pas des humains. Dans le domaine du graphisme, 50 000 francs CFA fait par des humains, c'est-à-dire moins de 80 euros, ça ne se trouve pas, en fait. Genre, c'est aussi la non-valorisation de d'œuvres et du coup, l'IA aide justement les graphistes aussi dans leur créativité à simplifier certaines tâches. Peut-être si la personne devait passer 2 heures ou 24 heures sur un logo, peut-être à réfléchir à comment créer et tout. Peut-être avec des prompts bien orientés, la personne peut avoir un début d'idée qui va aboutir à quelque chose. Ça ne veut pas dire que la personne va laisser l'IA générer le logo, mais elle commence par savoir si c'est un logo pour un restaurant, comment est-ce que je veux
orientée et donc poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'elle fait exactement. Et là, moi, j'ai envie de dire au fait, quand on parle justement aussi du savoir utiliser le logiciel, finalement, c'est quand on parle d'utilité, mais on doit aussi savoir en fait l'approche qu'on a par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que notre approche d'usage est une approche critique ou bien est-ce qu'on est là pour déléguer. Finalement, moi, personnellement, je considère l'IA comme un outil. C'est comme on peut utiliser Word aujourd'hui pour ne pas avoir à écrire à la main, ça dit saisir. On peut utiliser notre moteur de recherche, qu'elle soit Google, Chrome, qu'il soit Firefox ou bien en tout cas les moteurs de recherche qui existent pour pouvoir aller chercher de l'information. Donc, quels sont les usages finalement qu'on fait de ces outils-là? C'est ça qui va déterminer aussi leur utilité, leur aspect critique ou intéressant de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de déléguer complètement, il s'agit d'effacer l'humain derrière, mais c'est un outil pour accompagner l'humain. Et l'humain doit être conscient de ça, que l'intelligence artificielle n'est pas là pour me remplacer, n'est pas là pour remplacer mon travail de réflexion que je dois faire derrière, mais c'est un outil d'aide à la réflexion. Donc, peut-être on pense à un sujet sous un aspect qu'on peut soumettre à l'IA. L'IA nous donne une réponse et qui nous fait penser que bah, non, ce n'est pas déjà ce que je pensais, peut-être dans les termes, mais ça permet d'affiner soi-même sa réflexion, si je le dis comme ça. Aujourd'hui, les élèves, comme on est là donné tout à l'heure aussi l'exemple des élèves ou bien des étudiants. Peut-être que c'est aussi ce qui manque dans leur approche de l'intelligence artificielle, où eux, ils voient ça plutôt comme un outil pour les rendre plus paresseux, peut-être. Donc, c'est aussi chercher à vraiment valoriser, à faire un accompagnement, une éducation à utiliser ces outils-là, que ce soit au niveau des élèves, des personnes, des chefs d'entreprise qui pensent que parce qu'il y a ChatGPT, ils ne doivent plus recruter, par exemple. Oui, ChatGPT peut faire ma communication. Ben, je suis désolée que ChatGPT va manquer de contexte à un moment donné. Le contexte qu'un humain ira chercher. Donc, en fait, ce sont tous ces éléments qui font que bah, finalement, l'humain doit rester quand même au centre et que l'IA ne restera qu'un outil au fait, qui accompagne. Bon, c'est ce que moi j'ai envie de dire. Hein. Et on a chacun, je pense que tout au long de ces échanges, on a déjà évoqué quelques dangers. Je pense qu'il y en a plein. Les spécialistes nous diront qu'il y a beaucoup de dangers. On ne va même pas parler des hallucinations, des fausses réponses. On va s'épargner ça, mais on peut se dire, selon vous, les filles, comment concrètement aujourd'hui, si on a je n'ai pas des conseils d'usage, mais surtout notre spécialiste qui crée des agents IA aujourd'hui, si elle a des choses à dire aux entreprises, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, qu'est-ce que en fait, ces entreprises doivent faire avec l'IA pour un usage plus optimal? Moi, je pense que tu l'as déjà si bien expliqué dans tes propos. Si j'ai quelque chose peut-être à rajouter, c'est qu'il faut que les gens prennent le temps d'identifier, d'évaluer leur processus métier, de dégager quelque chose qui a déjà de la valeur ajoutée qu'on peut automatiser avec l'automatisation, avec l'IA. Parce que quand une entreprise se met à intégrer l'IA pour le buzzword ou pour ne pas paraître ringard, le retour sur investissement est difficile à avoir parce que soit vous créez du chaos, soit l'outil est là juste pour rédiger des mails bêtes et méchants. Voilà. Donc, ça serait bien quand même que chacun se pose, que chaque entreprise, ou sinon les patrons d'entreprise qui sont très, très, très dans l'hype et qui pensent qu'ils peuvent aller limoger tous leurs employés, de prendre le temps de bien voir où vraiment injecter l'IA. Parce que sinon, ça peut devenir un couteau à double tranchant et ça va faire mal à l'entreprise à long terme.
Et si vous prenez le temps de bien identifier le bon process ou la bonne partie de votre activité métier qui a besoin de l'IA, par exemple, moi, je pense une conférence que j'ai suivie hier ou jeudi, si je ne me trompe pas, où les gens ont intégré l'IA pour la gestion des contrats collaboratifs. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ils ont mis en place un outil qui permet à plusieurs entreprises de pouvoir analyser les contrats, les signer et les synchroniser en termes de version, tout en forcément ne pas remplaçant les juristes, mais en les aidant plutôt pour que leur travail soit plus collaboratif entre plusieurs juristes de plusieurs entreprises. Donc ça, c'est vraiment des cas d'usage qui ont été bien réfléchis et qui apportent de la vraie valeur ajoutée. Il n'est pas juste intégré parce qu'on veut l'IA dans l'entreprise. Donc, franchement, pareil pour les gens, par exemple, avec qui je travaille dans l'infrastructure, on est plutôt avec des outils qui vont permettre d'analyser la consommation de l'IA, de pouvoir raffiner sa consommation pour ne pas dépenser des tonnes d'argent juste comme ça pour le plaisir. Donc, ça aussi, l'IA peut aider dans ce sens-là. Pareil pour la sécurité, pour les conseils en termes de vulnérabilité, comment traiter ces vulnérabilités, comment scanner ces équipements pour ne pas que tout le monde balance n'importe quel fichier en tout moment et que l'entreprise, les données de l'entreprise soient accessibles par n'importe qui. Ça aussi, l'IA intégrée dans le processus de scan de vulnérabilité peut aider. Donc, il faut voir les process au sein de vos entreprises qui vont rajouter vraiment de la valeur ajoutée avec l'IA. Sinon, ça serait quand même dommage que l'IA devienne en tout cas un outil qui va vous nuire au lieu de vous ajouter de la valeur ajoutée. Merci, Christine. On est là. Oui, je vais juste rajouter 30 secondes. Je trouve que Bernadette, dans la recherche, toi qui es dans la recherche, je vais réagir, tu as parlé d'esprit critique, tu as parlé d'éducation, tu as parlé d'analyse. Et Christine, toi, en tant que professionnelle, je dirais que tu as parlé de valeur ajoutée, de process et de réflexion. En fait, tu as dit réfléchir. Donc, tout cela questionne vraiment, même nous, actuellement, peu importe notre niveau, qu'on soit dans la recherche ou pas, on doit continuellement se former à comment utiliser cette IA-là, justement. Et pourquoi pas, je trouve que ça serait intéressant s'il y a des personnes qui sont intéressées par le sujet ou qui peuvent nous apprendre davantage sur l'éducation à l'usage de l'IA et tout, qui veulent bien participer à l'émission ou nous contacter. Ça serait bien qu'on échange sur ce sujet-là parce que c'est vraiment à creuser, quoi. Voilà tout ce que j'ai à rajouter, Bernadette. Merci, merci Christine et on est là. Alors, dernier point, c'est intéressant. Hein, même, je pense qu'on a parlé de l'Afrique, mais l'objectif, c'est pas de faire un focus uniquement sur l'Afrique, mais c'est un sujet qui est intéressant pour tout le monde où qu'on se trouve sur le globe, je voudrais dire. Alors, et surtout, de voir dans nos pays, au fait, quelles sont les formations disponibles hein, pour accompagner la prise en main de ces outils, que ce soit au niveau technique, mais que ce soit au niveau usage aussi. Parce que tout le monde ne sera pas forcément amené à travailler sur le côté technique de l'outil, mais peut-être sur le côté des usages. Et ça peut être intéressant de voir quelles sont les formations, les modules d'accompagnement qui existent pour soutenir ces initiatives. Et je pense qu'en une émission, on ne peut pas faire le tour du sujet. C'est un sujet qui est assez passionnant, intéressant et très large, sur lequel on reviendra certainement. Et aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter là et je donne la parole à Anela et à Christine pour un dernier mot et ensuite on dira à nos internautes à la prochaine. Ah oui, comme tu l'as bien dit, ça ne suffira pas, cette émission. Donc, merci pour les échanges, les filles. Ça a été très intéressant et j'espère que ça a été aussi intéressant pour nos téléspectateurs et qu'ils seront au rendez-vous pour nous partager en tout cas les thématiques qu'ils aimeraient qu'on aborde. Merci Bernadette, merci Christine. Je pense que pour cette reprise, le sujet est assez intéressant. Et là, ce soir, quand même, dans le peu de temps qu'on a eu à partager, on a pu vraiment creuser les termes, c'est-à-dire au-delà de l'excitation qu'on entend autour de l'IA, il y a une réalité beaucoup plus nuancée. On a parlé de l'actualité, des points négatifs, mais aussi positifs. Donc, vraiment, c'est un sujet assez intéressant.
et qui peut aussi aboutir sur des sous-sujets, je trouve. Donc, Mais voilà. je dirais qu'on a un peu, en tout cas, essayé de déblayer un peu le terrain. C'est ça. Voilà. Mais Voilà. n'est pas rentrer dans des spécificités parce que sinon, on a encore beaucoup de choses à dire, peut-être aux entrepreneurs avec comment les accompagner, justement. Je pense que les internautes l'auront remarqué, elle est déjà dans le cloud. Donc, Bah, avec vous, hein, voilà. C'est oui. ça. Les gens pensent que l'IA, c'est que pour les technophiles, mais c'est faux. C'est les bons communicants qui utilisent mieux aujourd'hui l'IA. C'est ceux qui savent bien poser les bonnes questions et bien faire les bonnes comptes. Tout à fait. Aujourd'hui, l'IA, c'est savoir l'utiliser aussi pour ne pas tomber dans ce que certains désignent par la standardisation. Sinon, on va se retrouver avec les mêmes tons, alors que de base, chacun a son style communicationnel. Donc, franchement, on a beaucoup de choses à apprendre, à dire, et ce serait avec un grand plaisir qu'on va se retrouver ici prochainement pour un nouveau numéro de notre émission de relance, et nous espérons que vous serez encore au rendez-vous pour nous accompagner dans le développement de cette thématique. Alors, nous vous disons bonne soirée et à bientôt sur la chaîne EcoDev Web TV. Merci et bye bye. À bientôt. Merci, bye. Abonnez-vous à EcoDev Web TV pour plus de contenu, activez la cloche de notification, likez, commentez et partagez. Envoyez vos questions et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à un de nos échanges.